Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 5e vidéo qui est la deuxième partie du cours de méthodologie consacré à la dissertation. Nous allons corriger les exercices que vous deviez faire pour aujourd'hui. Alors, le premier exercice que vous deviez faire pour aujourd'hui, il s'agissait de sujets de dissertation pour lesquels il fallait déterminer si c'était un plan dialectique ou thématique. Bon, avant de commencer à corriger, déjà, ce sont des sujets des bacs français des années précédentes, donc l'ancienne mouture du bac français. Donc ce sont des sujets généraux sur les 4 grands genres littéraires en littérature. Mais vous, l'année prochaine, ça portera forcément sur l'une des 4 œuvres que vous étudierez avec votre prof de français, plus votre culture générale. Alors, on va commencer par le sujet numéro 1. Un écrivain peut-il, par ses œuvres, contribuer à l'amélioration de la société? Vous appuierez votre réflexion sur les textes du corpus ainsi que sur vos connaissances littéraires et vos lectures personnelles. Donc ça, vous allez toujours le retrouver dans le sujet. Je ne le lirai plus. Alors, eh bien, tout simplement, est-ce qu'on peut répondre par oui ou par non à cette question? Eh bien oui, on peut faire oui, un écrivain peut contribuer à l'amélioration de la société par ses œuvres, et non, un écrivain ne peut pas contribuer à l'amélioration de la société par ses œuvres. On est donc face à un plan dialectique. Sujet numéro 2. Julie de Lespinasse écrit « Savez-vous pourquoi j'écris? C'est parce que cela me plaît. Pensez-vous que ce soit la seule motivation de l'auteur d'une lettre ?» Alors là, ça c'est un sujet un petit peu piège. Pensez-vous que ce soit la seule motivation de l'auteur d'une lettre? Alors en effet, on peut répondre par oui ou par non. Alors en effet, vous pourriez faire un plan dialectique en disant oui, c'est la seule motivation, non, ce n'est pas la seule motivation. Mais je pense qu'il serait plus pertinent dans ce type de sujet de transformer la problématique en la suivante. Quelles sont les motivations de l'auteur d'une lettre? Et donc, dans ce cas-là, ça serait plutôt un plan thématique. Motivation numéro 1, motivation numéro 2, motivation numéro 3. J'accepte les deux types de réponses pour ce sujet numéro 2. Sujet 3. À partir du corpus de vos lectures et de votre expérience de spectateur, vous vous demanderez en quoi la mise en scène d'une œuvre théâtrale en constitue à sa manière une interprétation. Alors là, il n'est pas question de répondre par oui ou par non. Il faut se demander quelles sont les différentes choses qui font d'une mise en scène théâtrale une interprétation. Donc c'est plutôt un plan thématique. Sujet numéro 4. En partant des textes du corpus, vous vous demanderez si la tâche du romancier quand il crée des personnages ne consiste qu'à imiter le réel. Vous vous appuierez aussi sur vos lectures personnelles et les œuvres étudiées en classe. Alors le sujet numéro 4... on pourrait transformer la question en est-ce que la tâche du romancier quand il crée des personnages ne constitue qu'à imiter le réel? On peut répondre par oui ou par non, donc c'est dialectique. Sujet 5. La laideur peut être une source d'inspiration peut-elle être une source d'inspiration pour un poète au même titre que la beauté? Encore une fois, on peut répondre par oui ou par non, c'est dialectique. Sujet numéro 6. Dans quelle mesure le spectateur est-il partie prenante de la représentation théâtrale? Alors là, je vous le dis tout de suite, je suis persuadé que la plupart d'entre vous sont tombés dans le piège. La plupart d'entre vous ont répondu thématique. Mais en fait, vous allez voir, c'est très simple. Quand vous avez un sujet de dissertation qui commence par dans quelle mesure vous demande de mesurer, de peser les choses, le pour et le contre, la fameuse balance du sujet dialectique. Donc là, ça revient à demander est-ce que le spectateur est partie prenante de la représentation théâtrale et de répondre oui ou non. Donc c'est dialectique. Sujet 7. En quoi l'évocation d'un monde très éloigné du sien permet-il de faire réfléchir le lecteur sur la réalité qui l'entoure? Le en quoi
vous invite à répondre de manière thématique. Donc, sujet thématique. Sujet numéro 8. On dirait que c'est hors du monde, perdu, mais merveilleusement perdu, préservé. Alors, vous voyez, là, on a une citation, hein, ça peut arriver. Pensez-vous que cette définition du jardin donnée par Philippe Jacotet puisse s'appliquer à la poésie? Bon, bah là, on peut répondre par oui ou par non, c'est dialectique. Sujet numéro 9. Pensez-vous que les contraintes formelles puissent être pour le poète un obstacle à l'expression libre et originale? Encore une fois, on peut répondre par oui et par non. Dialectique. Sujet 10. Un philosophe a déclaré qu'il avait beaucoup plus appris sur l'économie et la politique dans les romans de Balzac qu'en lisant les économistes et les historiens. Dans quelle mesure la lecture des romans permet-elle de connaître une période historique et une société? Bon bah là, il n'y a plus de doute maintenant que je vous ai expliqué l'astuce. Dans quelle mesure invite à un sujet dialectique? Sujet 11. De nombreux romans sont nourris d'événements et de personnages historiques. En tant que lecteur, trouvez-vous que ces matériaux donnent de l'intérêt au roman? Encore une fois, c'est du oui et du non. Dialectique. Sujet 12. Dans quelle mesure la poésie est-elle un genre efficace pour présenter une critique de la société? Bon ben voilà. Dans quelle mesure? Voilà. Les sujets avec dans quelle mesure, il faut juste les retransformer. La poésie est-elle un genre efficace pour présenter une critique de la société? Oui, non, donc c'est dialectique. Le sujet 13. Dans quelle mesure? Bon ben voilà, vous avez déjà la réponse, encore une fois. La force d'une argumentation se nourrit-elle de l'expérience vécue? Attendez, il y a peut-être... dans quelle mesure la force d'une argumentation se nourrit-elle de l'expérience vécue? Alors là, il faut encore une fois retransformer. Est-ce que l'argumentation ne se nourrit que de l'expérience vécue? Voilà. Oui, non. Le romancier doit-il nécessairement faire de ses personnages des êtres extraordinaires? Dialectique. On peut dire dans une première partie, oui, il doit faire de ses personnages des êtres extraordinaires, et dans une deuxième partie, non, il ne doit pas forcément faire des personnages extraordinaires. Sujet 15. La représentation de la violence peut provoquer une certaine fascination chez les lecteurs. Vous montrerez que le théâtre peut être le reflet d'une telle fascination, mais aussi que cet art peut utiliser la violence à des fins plus profondes. Bon, alors, le sujet 15, il est assez amusant. Si vous tombez sur un sujet comme ça, eh bien, c'est formidable pour vous, puisque c'est un sujet qui vous donne le plan. Regardez, vous montrerez que le théâtre peut être le reflet d'une telle fascination. Ça, c'est votre grand 1. Mais aussi que cet art peut utiliser la violence à des fins plus profondes. Ça, c'est votre grand 2. Donc en fait, quelque part, c'est un plan dialectique dont on vous donne le plan. Sujet 16. La poésie doit-elle célébrer la vie? Oui, non, dialectique. Sujet 17. D'où provient selon vous l'émotion que l'on ressent à la lecture d'un texte poétique? L'émotion que l'on ressent à la lecture d'un texte poétique provient de A, de B, de C. C'est donc un plan thématique. Et le sujet 18. Dans un essai intitulé L'acte et le lieu de la poésie, Yves Bonnefoy affirme qu'il ne croit pas qu'il soit de poésie vraie aujourd'hui, qu'il ne veuille chercher jusqu'à son dernier souffle à fonder un espoir. Dans quelle mesure la poésie peut-elle représenter un espoir pour l'être humain? Eh bien, dans quelle mesure appelle un plan dialectique? Voilà. Alors, évidemment, dans les sujets qui commencent par dans quelle mesure on appelle un plan dialectique, si vous faites un plan thématique, ce qui n'est pas totalement hors sujet, ça passe. Bon. On va corriger maintenant l'exercice 2. Alors l'exercice 2, il commence par vous rappeler 4 notions très importantes pour traiter l'argumentation. Le thème, c'est le sujet de votre texte, de quoi il traite, l'éducation, la pauvreté, le bonheur, l'inégalité, la pollution, etc. La thèse, c'est l'opinion de l'auteur sur un aspect du thème. Voilà. L'argument, c'est des idées qui servent à défendre votre thèse, et chaque argument est défendu par un exemple. Voilà. Donc voilà. Maintenant, voici, vous aviez un texte. Alors on va le lire ensemble. Les fruits font du bien. Prendre soin de son corps l'été est un vrai plaisir, et les fruits frais font partie de nos plus précieux alliés. Ils apportent peu de calories, en moyenne moins d'un verre de lait demi-écrémé, mais beaucoup de fibres, comme la pomme et les ananas, les vitamines, par exemple l'orange et le raisin. Et c'était une pub Intermarché. Alors, fermez les yeux, de quoi ça parle finalement ce texte? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Les fruits. Eh bien, les fruits, c'est le thème de votre sujet, tout simplement. Maintenant, on va chercher la thèse. Sur ces fruits,
que dit le texte finalement? Quelle opinion il a des fruits? Eh bien, les fruits sont bons pour la santé. Et cette thèse, on la retrouve ici dans Les fruits font du bien, et prendre soin de son corps l'été est un vrai plaisir, et les fruits font partie de nos plus précieux alliés. Donc ces deux premières phrases résument la thèse qui est les fruits sont bons pour la santé. Maintenant, on nous demandait de chercher les arguments. Alors, les arguments. Il y a 3 arguments dans ce texte. Le premier, c'est que les fruits apportent peu de calories. Le deuxième argument, c'est ils apportent beaucoup de fibres. Et le dernier argument, ils apportent également des vitamines. Voilà. Ça, ce sont les 3 arguments. Alors, pour illustrer chaque argument, l'auteur de ce texte va utiliser des exemples. Alors, pour les calories, il va prendre l'exemple chiffré du verre de lait demi-écrémé. Voilà. Pour les fibres, il va donner 2 exemples, comme la pomme et l'ananas. Et enfin, pour les vitamines, là, il utilise carrément le mot par exemple. Hein. Il va donner 2 exemples, l'orange et le raisin. Voilà pour cet exercice 2, qui était assez simple. Évidemment, ce sera plus compliqué avec un texte plus complexe. Exercice 3. Alors l'exercice 3, on vous demandait, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Trouvez au minimum 5 arguments pour la peine de mort et 5 arguments contre la peine de mort. Et je vous demandais de ne pas vous servir d'internet et de réfléchir par vous-même. Alors, sachez que le but là n'est pas de refaire le débat sur la peine de mort. En France, il n'y a plus la peine de mort. Elle a été abolie en 1981. Et à cette époque, la France était vraiment très divisée. Sachez qu'il existe une vingtaine d'arguments pour, une vingtaine d'arguments contre. Alors moi, je vous demandais d'au moins en trouver 5 de chaque côté. C'est un exercice que j'ai déjà fait avec les 2C. Donc je vais vous donner à peu près ce qu'on avait trouvé avec les 2C en classe entière. Donc je vais commencer par les arguments pour la peine de mort. Donc premier argument, ça coûte moins cher de tuer les criminels que d'entretenir les prisonniers. Deuxième argument, tuer l'assassin soulage la famille. Troisième argument, ça évite la récidive. Quatrième argument, ça empêche le passage à l'acte et donc la peine de mort est dissuasive. Cinquième argument, chaque crime doit avoir une peine équivalente. Vous avez tué, vous êtes tué. Je vais vous donner maintenant les 5 arguments contre. Tuer quelqu'un, c'est faire de nous des assassins à notre tour. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, on peut tuer un innocent. Troisième argument, chacun peut changer et a le droit à une autre chance. Quatrième argument, mourir pour son crime, c'est trop facile et ça ne répare pas le geste. Cinquième argument, la peine de mort peut être utilisée dans un État fasciste pour se débarrasser des opposants politiques. Voilà. Donc là, on a 5 arguments pour, 5 arguments contre. Alors sachez que quand vous faites un plan dialectique, comme je l'ai expliqué la dernière fois, on commence toujours par la thèse pour laquelle vous n'êtes pas d'accord, puis ensuite la thèse pour laquelle vous êtes le plus proche. Donc imaginons, moi je suis contre la peine de mort, je vais commencer par les arguments pour, puis je continuerai par les arguments contre. Maintenant, vos arguments, il faut les classer par ordre d'importance, du moins important au plus important. On garde toujours le plus important pour la fin, pour finir en apothéose. D'accord ? Donc, si je devais re-ranger les 5 arguments pour, l'argument qui m'apparaît le plus faible, finalement, ça serait chaque crime doit avoir une peine équivalente.
Ensuite, ça coûte moins cher qu'entretenir les prisonniers. Ensuite, soulage la famille. Ensuite, empêche le passage à l'acte, c'est-à-dire la dissuasion. Et enfin, l'argument le plus fort, c'est ça évite la récidive. Maintenant, pour les arguments contre la peine de mort. L'argument le moins fort, c'est que la peine de mort peut être utilisée par les États fascistes pour se débarrasser des opposants politiques. Ensuite, c'est faire de nous des assassins à notre tour. Ensuite, chacun peut changer le droit à une seconde chance. Ensuite, mourir pour son crime est trop facile et ça ne règle rien. Et enfin, l'argument le plus fort, et c'est celui qui me convainc, moi, personnellement, c'est qu'on peut tuer un innocent. Voilà. Donc, vous avez cherché vos arguments. Maintenant, pour chacun de vos arguments, comme on l'a vu dans l'exercice 2, il faut des exemples. C'est le travail sur l'exemple qui va rendre votre argument pertinent, que vous allez réussir à convaincre votre interlocuteur. Cet exemple, il ne suffit pas simplement de le citer, il faut aussi l'analyser, l'expliquer. Alors, je vais donner 2 exemples pour les 2 arguments les plus forts. Alors, pour l'argument le plus fort du pour, c'est l'argument qui consiste à dire que ça évite la récidive. Pour illustrer cet argument, laissez-moi vous parler de l'exemple de Pedro Alonso Lopez. Est-ce que vous connaissez cet homme? On l'appelle aussi le monstre des Andes. Il est responsable d'enlèvement, de viol, de meurtre de plus de 310 enfants entre 1978 et 1980. C'est énorme. 310 enfants en moins de 2 ans. En 1980, Pedro Alonso Lopez a été arrêté par la police colombienne. Il a déclaré qu'il serait content de pouvoir tuer de nouveau, que c'est sa mission. Donc, on voit bien que le laisser en prison ne sert à rien. Il va être relâché en 1994. Quelques heures plus tard, après avoir été relâché, il recommet un crime. En 1998, il est considéré comme totalement guéri et il est relâché pour bonne conduite. En 2002, Interpol lance un nouvel arrêt pour meurtre contre lui. Et depuis, il n'y a plus aucun signe de vie de cet homme. Alors moi, j'ai envie de vous dire, si on avait tué Pedro Alonso Lopez, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'autres enfants morts. Ça, c'était pour moi le premier exemple. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour illustrer l'argument le plus puissant du contre, c'est-à-dire on peut tuer un innocent. Mon exemple prend place en 1986, en France, dans une ville qui s'appelle Montigny-lès-Metz. Ça se trouve en Moselle. Ce soir-là, cette fin d'après-midi, il y a 2 garçons de 8 ans, Cyril et Alexandre, qui jouent sur une voie ferrée, abandonnée de la SNCF. Ces 2 enfants vont être retrouvés, lapidés. Lapidés, ça veut dire tués à coups de pierre. En effet, on va retrouver les 2 enfants, les crânes fracassés. L'enquête des policiers commence assez rapidement. Il y a plusieurs suspects, 2 hommes et un jeune garçon de 17 ans. Ce jeune garçon de 17 ans s'appelle Patrick Dills. L'enquête piétine. Quelques mois plus tard, après avoir reçu des témoignages de voisins, Patrick est rappelé par la police. Ce jeune garçon, apprenti cuisinier, très timide, va être interrogé toute la nuit par la police. Le lendemain matin, il va avouer le crime. C'est moi qui ai tué les 2 enfants. Il va y avoir une reconstitution qui est faite. Il va même choisir, on va lui montrer les pierres qui ont commis le crime, il va choisir la bonne pierre, il va même montrer
où les enfants ont été tués avec beaucoup de précision. Une fois en prison, il va, il va revenir sur ses aveux et dire mais non, en fait, je suis innocent. Là, vous vous dites, bah oui, c'est ridicule, il a avoué. Mais qu'est-ce qui s'est passé véritablement ce soir-là quand il a été interrogé par la police? C'est un enfant, 16 ans, très timide, très fragile. Il a été interrogé toute la nuit par les policiers. Vous savez, ils lui ont fait le coup du bon et du mauvais flic. Et le matin, ils lui ont dit bon, allez, si tu avoues, tu pourras rentrer chez toi. Et le jeune gamin, lui, il n'avait qu'une seule idée, c'était rentrer chez lui. Donc il a avoué le crime. Mais en réalité, c'est lui ou c'est pas lui qui l'a commis ce crime? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En tout cas, s'il y avait encore la peine de mort, il serait mort. Et en 2002, le procès va être réouvert. Parce que ce jour-là, à Montigny-les-Metz, il y avait un autre tueur en série qui travaillait à 400 mètres du lieu du crime. Ce tueur en série, c'est le routard du crime, c'est Francis Holm, qui a tué beaucoup de gens. Et puis Patrick, ce jour-là, il ne pouvait pas être là. Il avait un alibi en béton. Il était avec sa famille à plusieurs kilomètres. Techniquement, il ne pouvait pas avoir tué les enfants. Et donc, le procès va avoir lieu, etc. Il va même avoir un appel. Et Patrick va être innocenté. Il n'a pas tué ses enfants. C'est l'une des plus grandes erreurs judiciaires françaises de ces dernières années, avec une autre affaire, mais là j'en parlerai pas, l'affaire Doutreau. Si ça vous intéresse, cherchez sur internet affaire Doutreau. Donc, si la peine de mort existait encore en France, Patrick Dill serait mort alors qu'il est innocent. Voilà. Je vous ai donné les deux exemples, et là vous voyez l'importance des exemples pour illustrer vos arguments et les défendre. J'ai fait ma partie pour, j'ai fait ma partie contre, et on me dit oui mais ça s'appelle thèse, antithèse, synthèse. Donc il faudrait une troisième partie pour avoir un plan parfait. Alors la synthèse, qu'est-ce que c'est? La synthèse, c'est dépasser le sujet, aller ailleurs, rompre cette dichotomie entre le pour et le contre. Alors pour notre sujet sur la peine de mort, quand on réfléchit bien, le problème, ça sera ma troisième partie, le problème, c'est pas d'être pour ou d'être contre la peine de mort, c'est d'empêcher qu'il y ait des crimes et des morts. Eh oui, s'il n'y a pas de crime, s'il n'y a pas de mort, pas besoin de peine de mort. Et donc là, vous pouvez commencer à rechercher des arguments pour illustrer cette synthèse. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter qu'il y ait des crimes? Je sais pas. Déjà, une meilleure éducation. Une meilleure éducation des gens pour les rendre moins violents. Deuxième argument, on pourrait, je sais pas, réfléchir justement à une société beaucoup moins violente, qui ne crée pas des assassins. Parce que quelle est la responsabilité de nos gouvernements et de nous-mêmes dans la violence et dans la création de ces monstres? Troisième argument, ces gens qui sont malades, est-ce qu'on ne peut pas les soigner, repérer, détecter qu'ils vont devenir comme ça? Enfin, un dernier argument, ce serait de réfléchir à la prévention des crimes et à la sécurité de la société dans laquelle on vit. Donc vous voyez, là, j'ai dépassé le sujet, j'ai réfléchi autrement. Et on peut même réutiliser les exemples qu'on a utilisés avant. Par exemple, le fameux Pedro Alonso Lopez. Il faut savoir que on peut pas expliquer pourquoi il a tué ses enfants. On pourra jamais expliquer un crime aussi atroce. Mais quand on regarde bien dans son enfance, ce fameux Pedro Alonso Lopez, il est né dans un quartier pauvre de Bogota. Sa mère était une prostituée. C'est un garçon qui a été livré à lui-même dans les rues de Bogota, dans la pauvreté la plus crasse. Il a été violé par des touristes, il a été violé par un prêtre, il a été violé dans l'orphelinat où il a été mis, il a été violé en prison. Peut-être que ça explique pourquoi le mec est devenu complètement marteau. Et donc là, c'est vraiment l'exemple parfait pour montrer qu'il faudrait de la prévention, de l'éducation et une société moins violente.
Voilà. Donc, voilà, j'ai fini pour cet exercice sur la peine de mort qui m'a permis de vous illustrer comment fonctionnait un plan dialectique. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo sur la dissertation. Vous en aurez une autre pour conclure la semaine prochaine, lundi prochain. On se retrouve sinon vendredi pour la vidéo sur Candide, sur le chapitre 3, la guerre. N'oubliez pas de préparer ces questions et de jouer le jeu. Aujourd'hui, je ne termine pas sur une citation, mais sur un sujet de dissertation qu'il faudra me rendre pour le lundi 4 mai. Alors je l'espère pour de vrai, en classe, dans une copie. Mais si on est encore confiné, vous m'envoyez pour le 4 mai à mon adresse mail. Voici le sujet. Une lecture imposée peut-elle apporter des satisfactions? Vous répondrez à cette question à partir des textes étudiés en classe, des livres lus depuis le début de l'année et votre expérience personnelle. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà le sujet. Je rappelle, vendredi il y aura une vidéo sur Candide, lundi prochain une autre vidéo sur la dissertation. Et un travail personnel à me rendre, un autre travail personnel à me rendre qui sera noté. Et ça sera tout. Vous serez ensuite en vacances. Et pour le début des vacances, me rendre ce travail personnel. Et pour le 4 mai, me rendre la dissertation. Mais je rappellerai tout ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Profitez-en pour lire, pour vous cultiver. Vous me manquez. J'espère qu'on va bientôt se voir. Et paix et à vous tous et à vos familles. Au revoir.